Salut à tous, c'est SullyPerfectN, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, j'avais pris une longue pause, ça va durer au moins 15 jours après le Rumble. C'est vrai que il n'y avait pas grand chose à dire, mais il y a eu quand même quelques événements, notamment l'annonce après le WrestleMania du retour de pay-per-view multi-brand finalement. Donc les pay-per-view spécifiques à Raw et à SmackDown vont être terminés, ce qui fait qu'on n'aura plus qu'un rythme mensuel, ce qui est très bien d'ailleurs. C'était ce que je souhaitais depuis un bon moment. On va pouvoir souffler un petit peu, et justement durant ces pauses, donc il va y avoir au moins 3 dimanches dans le mois où il ne se passera rien. Donc du coup ça me donne quelques idées pour peut-être faire des vidéos un peu différentes, tester de nouvelles choses. On aura le temps d'en reparler. Donc on va parler donc de l'Elimination Chamber, puisque c'est cette nuit à Las Vegas, et avec une carte un peu maigre, mais c'est normal puisqu'il y a 2 Chamber matchs. On va commencer tout de suite par le kick-off avec un match un peu, on s'en fout, un peu en zef, entre Karl Anderson et Luke Gallows, le club, ou les Good Brothers si vous préférez, et le Mistourage, Bo Dallas et Curtis Axel. Oui, c'est assez étonnant de voir le Mistourage évoluer en tag team, et ça n'arrive pas des masses. Et ben voilà, ils l'ont fait. Bon, c'est un match de kick-off, donc il n'y a pas non plus grand chose à espérer. Victoire de Gallows et Anderson. On les retrouve un petit peu plus là, ils étaient un petit peu dans le creux. Là, ils remontent petit à petit la pente, aidés aussi, notamment par Finn Balor. Ils ont amorcé un semblant de face turn en tout cas. Et puis cette confrontation face au Mistourage semble le confirmer. Le Mistourage, eux, ils sont là pour se prendre des branlées à chaque fois. Ils n'ont absolument rien à gagner. Victoire tranquillou des Good Brothers qui vont remonter la pente petit à petit. Et à mon avis, on va les retrouver un peu dans le title picture, avec le Revival aussi qui sera pas loin. Je pense qu'on va bientôt les retrouver beaucoup plus haut sur la carte. Donc victoire de Gallows et Anderson. On passe tout de suite donc à la carte principale. Alors on va commencer d'abord par non pas un match mais un segment, puisque c'est l'un des grands événements de la soirée. C'est la signature de contrat de Ronda Rousey à plein temps à la WWE. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. En tout cas ça va se signer. Qui dit signature de contrat dit comme souvent baston, ou en tout cas quelque chose qui part en sucette. A priori, si elle signe son contrat, c'est qu'il va y avoir un peu de direction autour de tout ça. Donc on peut s'attendre à ce que Stephanie McMahon soit présente. Triple H, j'y crois un peu moins, mais surtout Stephanie McMahon, puisqu'on connaît un peu le passif entre Ronda et Stephanie. On l'a vu d'ailleurs à la fin du Royal Rumble. Donc il y a tout intérêt à nous présenter Stephanie et Ronda en face à face. Et possiblement une petite altercation, à nouveau peut-être un peu une scène comme on a pu voir à WrestleMania où Ronda se laisse pas faire, tord un peu le bras de Stephanie, un peu comme ça, et peut-être que ça pourrait permettre de builder déjà le fameux match tag team mixte qu'on nous réserve là, en tout cas donc qui est beaucoup évoqué pour WrestleMania, entre Triple H et Stephanie d'un côté, et Ronda et un autre lutteur dont on ne connaît toujours pas l'identité de l'autre. On parle beaucoup du Rock, mais on sait, il y a des problèmes d'assurance qui risquent de le pénaliser et de ne pas pouvoir le faire venir. Braun Strowman est aussi bien placé, Seth Rollins également. Voilà, ça devrait à peu près être ça. Puisque je ne pense pas que Ronda aura un match 1 contre 1 à WrestleMania et même un Triple Threat, ça me semble encore trop prématuré. Il faut qu'elle continue à s'entraîner, et je pense que son premier gros match, elle devrait aller voir pour moi à SummerSlam, peut-être contre Asuka, mais au moins attendre 6 bons mois à SummerSlam, ça sera beaucoup plus prudent comme ça. En attendant, je pense qu'elle doit encore continuer à s'entraîner, et puis si elle doit monter sur le ring d'ici quelques temps, je pense qu'ils la feront débuter face à des jobbeuses. Ça sera beaucoup plus prudent comme ça. En attendant, en tout cas, il vaut mieux qu'elle démarre à WrestleMania sur un 2 contre 2 mixte. Voilà, avec des risques limités. Un petit match comme ça. En tout cas, il va se passer quelque chose dans cette signature de contrat. Je pense pas que ça va se terminer sur une signature. Bonjour, au revoir, et puis à bientôt. Donc on verra comment ça se passe. On passe maintenant donc enfin à l'action avec Matt Hardy, Woken Matt Hardy contre Bray Wyatt.
un peu l'une des grosses déceptions de cette fin d'année et de la fin 2017 et de ce début d'année 2018. Hein. On le sait que c'était quelque chose qui aurait pu être vraiment cool. Deux univers qui se mariaient bien ensemble, mais ils ont réussi à nous faire de la merde. Malheureusement, la WWE n'a pas su exploiter correctement l'univers de Woken Hardy. Ils n'ont pas compris, je pense, ce qui a été fait à la TNA, puisqu'il y avait aussi des vignettes, il y avait un univers, il y avait le jardinier, il y avait Vanguard, il y avait sa femme, il y avait l'enfant, il y avait tout un tas de choses, et puis des clips absolument ringards, mais évidemment faits à dessein. Mais tout ça on ne l'a pas eu à WWE, ils n'ont fait juste que reprendre ces pauvres catchphrases, delete, 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 obsolete, 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 et c'est rire quoi. Voilà, ils n'ont su faire que ça, et rien d'autre. Mais ce n'est pas ça, exploiter le Woken Universe ou le Broken Universe, ce n'est pas ça. Et ils n'ont pas su le faire, et bah ça a donné de la merde. Et notamment un match pourri aussi à Arrow 25 hein, qui est passé presque inaperçu en plus devant 3 pecnos au Manhattan Center. Match qui avait été remporté par Bray Wyatt. Hein, c'était d'ailleurs la première défaite depuis que Matt Hardy a récupéré cette gimmick de Woken. C'était très décevant. Pour cet argument-là, j'ai envie de dire qu'il faudrait que Woken Hardy ne perde pas à nouveau. Donc je vais donner la victoire à Matt Hardy. Mais il peut se passer des choses étonnantes. Il peut se passer des choses. Je vais vous donner sa pêle-mêle. Intervention de Jeff Hardy. En tout cas, apparition de sa part. Puisqu'on l'a pas vu depuis un bon moment. Et puis on l'a vu vite fait au Raw 25. Il a l'air d'être en bonne forme. Je pense qu'on pourrait peut-être le voir. Peut-être pas catcher, bien sûr. Pas intervenir. Mais au moins apparaître dans les abords du ring. Pourquoi pas. En tout cas, quelque chose d'un peu étonnant. Peut-être... Soyons fous, hein, puisque moi j'en ai eu l'impression à plusieurs reprises, peut-être nous teaser une future tag team entre les deux, puisque on les a vus agir en équipe au Rumble, et une tag team Bray Wyatt Woken Hardy, moi je la trouverais sympatoche, hein, même si Jeff Hardy du coup il serait un peu mis de côté. Après peut-être qu'ils vont le privilégier sa carrière solo, hein, on ne sait jamais, mais je n'ai pas l'impression qu'on se parte vers ça. Je pense que Jeff Hardy va rejoindre Matt, hein, donc la tag team, c'est une idée que j'avais, mais j'ai l'impression qu'ils vont pas le faire. Mais il faut faire quelque chose quand même de marquant dans ce match pour, j'ai envie de dire, que le sommet, ce soit WrestleMania et qu'on finisse cette histoire à WrestleMania dans un match complètement particulier, un compound, bien entendu on y pense, un compound comme il y avait eu à la TNA, faire quelque chose de différent, pourquoi pas quelque chose avec les Woken Warriors dont on entend parler de temps à autre, hein, avec du monde autour, faire quelque chose de complètement what the fuck, un peu comme le House of Horrors match, mais en mieux, en tout cas j'espère. Bref, il faut que, je pense que tout cela se termine à Mania, mais de façon vraiment très particulière, et il faut que ce match d'Elimination Chamber qui passe pour un match OSEF, hein, mais soit quand même quelque chose qui nous build quelque chose, qui nous raconte quelque chose, qui nous donne envie d'en voir un peu plus et de se dire que que le meilleur reste à venir à WrestleMania. En tout cas, j'espère qu'ils vont nous faire ça comme ça. Le match, j'en attends pas quelque chose d'extraordinaire. Ça sera probablement pas un match très très long, peut-être 10 minutes, voilà, pas plus. Et voilà, et donc comme je vous disais, Matt Hardy a déjà perdu à Raw 25. Il faut qu'il le gagne cette fois ce match. Il faut qu'il le gagne, même si évidemment Bray Wyatt, hein, j'aime pas quand il perd à chaque fois. Mais bon là ça serait, on va dire, une défaite un peu sans conséquence. Le plus gros match, ce sera Mania. Là, on en reparlera. En tout cas, victoire de Matt Hardy. On passe au match suivant, Asuka contre Nia Jax, avec une stipulation, hein, selon laquelle si Nia Jax l'emporte, elle se joindra au match de championnat de WrestleMania, auquel du coup se joindra Asuka, sachant qu'Asuka n'a toujours pas pris sa décision. Moi je vais vous le dire tout de suite, c'est mon argument, Asuka va choisir Charlotte tout simplement pour moi parce que on s'en souvient, lors du Royal Rumble, on a appris très très tardivement, hein, lors du kick-off, que le vainqueur du Rumble, que ce soit le vainqueur masculin et le vainqueur féminin, choisirait le champion de son choix à WrestleMania. Pourquoi ont-ils dit ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça?
C'est pas pour rien s'ils ont dit ça. S'ils ont choisi au dernier moment de mettre cette stipulation, c'est pas pour rien. On sait que Nakamura, après avoir gagné le Rumble, lui, il s'est tout de suite dirigé vers AJ Styles, donc il reste dans sa branche, hein. Il a choisi SmackDown. Donc, par déduction, sachant qu'il y a eu cette stipulation, Asuka va donc choisir une branche qui n'est pas la sienne. Donc, Asuka va choisir Charlotte. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est évident. On va se diriger vers un Asuka Charlotte à WrestleMania. Et donc, potentiellement, Nia Jax se joindrait à ce match dans un Triple Threat match. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Pour moi, évidemment, Asuka, c'est la grande invincible. C'est bien entendu pas le moment pour elle de perdre. Surtout que c'est un pay-per-view mineur, Elimination Chamber. WrestleMania arrive. Quand bien même, Charlotte, hein, si je ne me trompe pas, elle avait sa fin de streak en pay-per-view, s'était arrêté. Ce streak s'était arrêté dans un pay-per-view mineur. Hein. Je crois que c'était peu de temps après WrestleMania. Avant WrestleMania, il l'avait fait. Mais là, non, Asuka, c'est quand même encore plus énorme. C'est quand même une invincibilité de 3 ans. C'est quelque chose d'énorme. Elle a jamais perdu à NXT, elle a jamais perdu dans le main roster. C'est quelque chose de bien plus énorme que la streak de Charlotte en pay-per-view. Là, ça dépasse tout entendement. Donc, Asuka, si elle doit perdre, ça sera probablement contre Ronda. Je vois personne d'autre pour la battre pour le moment. Donc, victoire d'Asuka, mais ils peuvent faire tout à fait quelque chose qui ne décrédibilisera pas Nia Jax en la faisant perdre par exemple sur une Asuka Lock, mais peut-être que Nia Jax n'aura pas abandonné, mais que l'arbitre aura lui décidé de la faire abandonner alors qu'elle n'aura pas tapé, ou peut-être une petite erreur d'arbitrage avec Nia Jax qui a le pied dans les cordes pendant la prise et du coup elle perd alors que donc ce n'était pas légal. Bref, ils peuvent faire quelque chose comme ça pour un peu la préserver, Nia Jax, d'autant plus que voilà, on la rebooste un peu Nia Jax depuis cette histoire finalement avortée avec Enzo Amore pour les raisons que l'on sait. Donc là elle redevient forte. On l'a vu même, alors même si c'est peut-être moins important, mais quand même au Mix Match Challenge, hein, elle vient de perdre avec Apollo Crews contre Bobby Roode et Charlotte. Elle a carrément clashé Titus et même tous les autres, hein, tout le Titus Worldwide avec Dana Brooke et Apollo. Elle a clashé tout le monde elle s'en est pris même à Titus qu'elle a repoussé. Pareil, je crois pour Brooke. Enfin, bref, elle est menaçante. Elle redevient un peu badass. Bref. Il faut pas non plus la décrédibiliser de trop, c'est sûr. Donc il faudra que la victoire d'Asuka se déroule, on va dire, sans qu'elle fasse trop de mal à Nia Jax. Je la vois plutôt comme ça. Ça va être une victoire un peu en préservation pour Nia Jax. Alors après, j'ai peut-être une autre idée un peu folle. J'en parlerai lors du Chamber Match féminin. Je vous en parlerai, ça va être marrant à voir. Donc victoire d'Asuka. Allez, on va passer au match suivant. Match tag team par équipe donc de championnat entre The Bar, Sheamus et Cesaro, et le Titus Worldwide, donc Titus O'Neil et Apollo. Hein, donc il ne faut plus dire Apollo Crews pour des raisons un peu tristounettes, mais bon, je peux comprendre la WWE. Il faudra donc dire Apollo. Alors oui, on a vu effectivement cette tag team. De Titus Worldwide l'emporter à 2 reprises sur The Bar, donc dont la dernière fois à Raw sur un petit paquet. Donc ça pouvait être prévisible puisqu'il fallait quand même trouver des challengers. Et puis il n'y avait pas de match tag team de championnat qui avait été booké pour Elimination Chamber, donc il fallait trouver des aspirants. Donc cette victoire à Raw ne m'a pas du tout surpris. De la part du Titus Worldwide. Donc voilà, le match est booké. Concernant le résultat, je ne vois pas autre chose qu'une conservation des titres de la part de The Bar. Ils n'ont pas de raison de perdre leurs titres qu'ils ont regagné il y a peu de temps. Il faut qu'ils les conservent au moins jusqu'à WrestleMania. J'ai vraiment un seul argument qui plaiderait en faveur de Titus Worldwide, c'est que j'avais lu une news qui date un petit peu de quelques semaines, qui disait que Vince McMahon, malgré ce qui s'était passé avec Titus, on se souvient lorsque Titus l'avait agrippé au bras, il s'était pris une suspension, je crois, de 90 jours, un truc dans le genre, ce qui était complètement disproportionné. Bref,
j'ai appris que, du coup, j'avais lu que Vince était quand même content du travail accompli par Titus au niveau caritatif. C'est vrai qu'on le voit beaucoup, on l'a vu des fois dans les clips, on l'a vu actuellement, hein, puisqu'on célèbre les Noirs aux États-Unis là pendant un mois. On le voit régulièrement, on le voit avec les militaires, on le voit beaucoup auprès des enfants. Bref, Titus est très présent du point de vue caritatif. Donc Vince est content de lui, et donc ça pourrait être le seul argument, on va dire, selon lequel il pourrait avoir une chance et que du coup le travail de Titus hors des rings serait récompensé. Mais ils peuvent aussi faire, comme on va dire la logique le voudrait, une défaite, et que Cruz soit on va dire pushé en solo aussi. Ils peuvent aussi donc le repousser en solo et puis terminer avec le Titus Worldwide, hein, parce que c'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire. C'est bien un temps, mais bon, à un moment donné il va falloir passer à autre chose, d'autant plus qu'avec la séparation, enfin dire la fin des pay-per-view Unibrand, et du coup les mid-carders vont être mis vraiment sous l'été noir, donc il va vraiment falloir que les catcheurs montent, donc peut-être que Apollo aura sa chance du coup, puis on l'a vu dans le match de la dernière chance aussi pour être du chamber match. Il y aura peut-être un petit sursaut de sa part, on ne sait jamais. Et puis il a fait une belle prestation d'ailleurs dans ce match de la dernière chance. Donc pourquoi pas, ce qui pour peut-être le mettre à l'honneur. Et puis dans le Mix Match Challenge, on l'a vu partir tout seul, hein. Il a laissé un peu tomber le Titus Worldwide, hein. C'est peut-être un détail, mais c'est quelque chose aussi à garder en tête. Donc victoire, conservation de The Bar. On passe tout de suite donc aux deux gros morceaux, les Chamber Match. On va commencer par le Chamber féminin avec Alexa Bliss, la championne, Bayley, Sasha Banks, Sonya Deville, Mandy Rose et Mickie James. Donc un Chamber à 6, donc traditionnel, le premier de l'histoire, donc très important, comme le Rumble, et le titre féminin en jeu. Hein, contrairement aux hommes, là il y a un titre en jeu, donc c'est quand même important. Alors ma petite idée folle, hein, dont je parlais tout à l'heure, c'était la participation éventuelle de Nia Jax. Voilà, je le dis, pourquoi pas, puisque on a 7 hommes qui participeront au Chamber tout à l'heure, enfin le Chamber masculin plus tard. C'est quand même la première fois que ça arrive. Pourquoi ne le ferait-il pas pour le premier Chamber féminin? Elles sont 6. Pourquoi pas? Imaginez Nia Jax énervée après sa défaite contre Asuka, arriver par surprise, ou peut-être en backstage, réclamer un match, enfin réclamer son implication dans le match du Chamber à Kurt Angle en backstage. Un petit segment là-dessus, pourquoi pas? Et du coup, apparition surprise de Nia Jax, sans qu'on ait bien sûr la décision de Kurt Angle qui soit annoncée, plutôt une arrivée surprise. Du coup ça surprendrait tout le monde, et notamment Alexa Bliss qui serait probablement apeurée. Et puis peut-être du coup une prise de titre surprise de la part de Nia Jax. Bref, ça serait un scénario dingue, mais comme pour l'instant on n'en sait rien, pour l'instant Jax n'est pas du match, on ne peut pas du coup pronostiquer ça. En ce qui concerne donc le match en lui-même, j'ai un peu peur des botches, hein, parce que c'est quand même un match particulier, une structure d'acier qu'on doit d'ailleurs à Eric Bischoff, hein. Je ne pouvais pas faire de preview de l'Elimination Chamber sans parler d'Eric Bischoff. C'est quand même lui qui est à l'origine de cette structure infernale, structure de la souffrance, qu'est l'Elimination Chamber. Voilà pour le clin d'œil. Il faut considérer, je pense, il faut découper ce match en 3 groupes. Il y a d'abord Mickie James et Alexa Bliss. On a vu qu'il y avait une espèce d'amitié, d'alliance qui était en train de se nouer entre Bliss et James. On l'a vu un peu se matérialiser aussi dans le dernier Raw, hein, où alors que Bliss était menacé par Absolution, Mickie James est venu à la rescousse et les deux sont repartis ensemble. Donc il y a forcément quelque chose entre les deux, mais à mon avis ce serait plus une alliance de circonstances. Je pense que Bliss se cherche juste on va dire une alliée, mais vraiment une histoire de la protéger et pour conserver son titre probablement. Et donc ce n'est pas, je pense, une amitié sincère.
Et ça me fait penser un peu à ce que Sami Zayn est en train de faire avec Kevin Owens, hein, entre parenthèses. Donc ça c'est le premier duo. Le deuxième duo, ce sont bien sûr les deux filles d'Absolution, Sonya Deville et Mandy Rose. Paige sera probablement aux abords du ring, mais bien entendu à l'extérieur, donc elle n'aura aucune interaction dans ce match. Les deux vont sûrement travailler en équipe. Elles seront, en tout cas, peut-être pas tout de suite réunies. Je trouverais ça bête honnêtement si les deux n'étaient pas ensemble sur le ring au même moment. S'ils éliminent une fille alors que l'autre est encore dans la cellule, je trouverais ça vraiment comme du gaspillage, du gâchis quoi. Donc il faut au moins qu'on puisse voir en équipe Mandy Rose et Sonya Deville sur des prises à deux, une destruction de plusieurs filles, faire une petite chose comme ça. Ça me paraît évident. Voilà. Et le troisième duo, bien sûr, c'est Bayley et Banks. Bayley et Sasha Banks, ça se tourne autour, ça se tire un peu dans les pattes, il y a une petite tension qui monte. On parle évidemment beaucoup du heel turn, plus de Sasha Banks, hein, puisqu'on parle aussi du Bayley, mais c'est quand même plus Sasha Banks. On l'a vu au Rumble, hein, elle a éliminé Trish Stratus, elle a éliminé Bayley aussi. Et elle est devenue un petit peu plus heel, on a retrouvé un peu the boss hein, de la NXT, qui je pense lui convient bien mieux que son statut de face, hein, qui pour moi ne colle pas au personnage. Donc si ce heel turn devait se matérialiser, ce serait pour moi une bonne nouvelle. Forcément il va se passer quelque chose entre les deux. Alors j'ai eu un petit doute quand même dans le dernier Raw, puisque lors de l'attaque de l'Absolution sur Banks, hein, après qu'elle ait gagné le match, Bayley est venu la sauver et il n'y a rien eu de particulier, il n'y a pas eu de tension entre les deux. Donc je sais pas s'ils vont continuer là-dessus. J'ai l'impression que c'est un peu mis entre parenthèses, ou en tout cas c'est l'incertitude autour de ce duo là entre Banks et Bayley. Est-ce qu'ils vont vraiment franchir le pas? Est-ce qu'ils vont vraiment nous le faire, ce heel turn? Je n'en sais rien. Alors, en tout cas, si quelque chose doit se passer, on va le savoir au Chamber. Ils vont faire quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose entre les deux. L'une qui élimine l'autre, forcément. Je verrais plus, étant donné que Banks a éliminé Bayley du Royal Rumble, il pourrait peut-être y avoir un petit retour de manivelle avec Bayley qui élimine Banks, par exemple. Banks qui le prendrait mal, qui peut-être se vengerait et du coup provoquerait l'élimination de Bayley à son tour. Voilà. Un scénario possible, mais en tout cas il faut qu'il y ait quelque chose entre les deux. Voilà, j'ai parlé des trois duos. Maintenant le match, le pronostic, je pense qu'Alexa Bliss va conserver son titre. Je vois aucune fille pour être championne. Et comme je vous disais, Asuka va affronter Charlotte, donc pour moi en tout cas, donc je ne vois pas Asuka se joindre au match d'Euro pour WrestleMania. Donc je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est plutôt remettre Nia Jax dans la course au titre féminin pour affronter sa copine entre guillemets Alexa Bliss, hein, puisque si vous suivez Total Diva, elles sont très copines et malheureusement on ne peut pas mettre de côté ce qui se passe du côté de Total Diva pour les bookings des matchs féminins. Ça a beaucoup nourri dans le passé et ça continue encore un peu de le faire, et je ne serais vraiment pas étonné que Nia Jax soit impliquée dans un match face à Alexa Bliss, soit en 1 contre 1, soit peut-être dans un Fatal 4-Way si on en rajoute Bayley et Banks, à moins qu'ils veuillent faire un match 1 contre 1 entre Bayley et Banks. Ils peuvent tout à fait le faire, ou alors elles s'intégreront dans un match à Fatal 4-Way avec Nia Jax et Alexa Bliss. Voilà, moi je vois les choses à peu près comme ça, et Absolution Mickie James, pour moi ça n'aura pas de lien, ça n'aura pas d'incidence. Mickie James va probablement se faire arnaquer par Alexa Bliss, soit au Chamber, soit un petit peu plus tard s'ils veulent continuer sur la fausse, on va dire, amitié entre les deux qui est en train de naître. Voilà, on va passer maintenant directement au main event. Donc le gros match, le Chamber masculin. Donc premier Chamber à 7 de l'histoire entre le Miz, Seth Rollins, Roman Reigns, John Cena, Braun Strowman, Elias et Finn Balor. Bien entendu, il faut le dire tout de suite, le grandissime favori, on le sait, c'est Roman Reigns. Ça va faire pratiquement 1 an qu'on nous bassine avec ce Reigns-Lesnar à WrestleMania 34.
tout le monde le dit, tout le monde le sait, et les plans ne vont pas changer maintenant, hein, on nous le dit depuis un an, c'est pas maintenant que ça va changer, c'est forcément ça qui va se passer. Roman Reigns va affronter Lesnar à WrestleMania et il va lui prendre le titre, tout simplement. Et puis Lesnar repartira pour un petit run en MMA comme cela a été évoqué. Donc Lesnar va partir un petit peu et du coup il y aura un nouveau champion et ce sera Roman Reigns tout simplement. Et on parle même déjà de plan après WrestleMania avec peut-être Seth Rollins, voire Drew McIntyre hein, qui reviendrait directement après sa blessure directement dans le main roster à Raw et peut-être du coup pour affronter Roman Reigns qui serait quand même plutôt sympatoche, hein. Moi j'aimerais bien voir ça. Seth Rollins, on l'a vu au dernier Gauntlet match, hein, c'était le MVP du match, un match énorme, hein, le plus long qu'on ait jamais vu à la WWE, hein, 1h45 je crois à peu près, 1h45, c'était énorme. Et du coup Seth Rollins a été mis en lumière alors que c'était un lutteur tag team hein, ces derniers temps. On l'a vu avec Jordan, on l'a vu avec Ambrose, mais bon, il a pas eu de chance, ses deux partenaires se sont blessés et là ils sont en train de le réhabiliter comme un lutteur solo de vraiment de haut vol. Moi il m'a vraiment bluffé là dans ce match. C'était vraiment un match, le mec courageux qui lâchait rien et qui a quand même excusez-moi du peu, qui a quand même battu clean Roman Reigns et John Cena. Hein. Il n'y avait pas beaucoup qui c'est arrivé ça. Hein. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc Rollins, je pense qu'il va avoir encore une belle exposition dans ce match, même s'il il ne gagnera pas. The Miz, pareil, il gagnera pas bien entendu. Mais il va, je pense, agir en coward. On le sait, il va commencer en numéro 1, hein, il va débuter le match, mais avec deux autres hommes, hein, puisque c'est un chamber à 7, donc il y aura 4 hommes, hein, un dans chaque cellule, et ça va démarrer en triple threat match, probablement, donc avec The Miz qui va démarrer avec deux autres hommes. Et enfin, on sait que Elias, qui est un peu l'invité surprise, hein, on va dire l'intrus en quelque sorte, hein, quand on voit le plateau, Elias, mais qui le mérite amplement, hein, ça c'est pas le problème, il le mérite amplement. Elias va va entrer en dernière position, donc il avait gagné un triple threat match contre John Cena et Braun Strowman, il va donc sortir de la cellule en dernier, ce qui est bien entendu un avantage, mais il ne gagnera pas, évidemment, ne gagnera jamais le chamber match. Quant à Finn Balor, il a été ajouté, hein, avec Rollins, hein, puisqu'ils avaient battu tous les deux en même temps Bray Wyatt dans le match de la dernière chance, et donc ils avaient intégré les deux directement dans le chamber match. John Cena, lui, il est un peu dans une situation un peu trouble, il est dans une mini, on va dire, hein, vraiment une mini losing streak, en tout cas dans une période un peu de doute. Là il a perdu donc clean contre Rollins dans le Gauntlet match, il a perdu donc le fameux triple threat match contre Elias et Strowman pour être le 7e entrant du chamber match, ou à l'époque le 6e entrant. Donc il est un peu dans le doute, il chouine un peu là dans les promos, il dit je n'aurai peut-être pas de match à WrestleMania, et puis après avoir perdu le Gauntlet match lundi dernier, en interview il dit I need to win this match, j'ai besoin de cette victoire, j'ai besoin de gagner ce chamber match. Donc il fait vraiment comme si c'était un match vital pour lui et pour son avenir, un match vital. Donc en gros, je vois bien la storyline du gars dire un peu au fond du trou entre guillemets, mais dans le doute. Donc je pense qu'il va perdre. Il va perdre ce chamber match. Peut-être que ce sera un scénario un peu cruel. Peut-être qu'il sera en finale face à Roman Reigns par exemple, et que Reigns va le battre de peu. On va dire Cena pensait gagner, puis finalement il se fait on va dire surprendre à la dernière minute, et alors qu'il était à deux doigts de gagner, et du coup il va perdre. C'est un peu ça, un scénario un peu de bâtard, un scénario frustrant. Je pense que c'est comme ça qu'il va perdre Cena, un scénario frustrant, et du coup à Raw le lendemain, je pense qu'on aura un Cena qui va vraiment tout remettre en cause et qui va dire je vais faire quoi maintenant, j'ai perdu, je voulais avoir la chance d'être 17 fois champion et d'être le recordman absolu, et je ne pourrais plus espérer battre ce record, et va chouiner. Et malheureusement, hein, je pense que ça annonce un Taker Cena. Malheureusement, je pense que Taker va débarquer et va dire John, non,
tu n'es pas encore fini. Tu as encore un dernier challenge à relever. Il est face à toi. Mais moi je t'attends pour un dernier match. The last match. Il ne devra en rester qu'un. Voilà, un truc dans le genre. Et je pense que malheureusement, on va se diriger vers ce Taker Cena. Voilà. Malheureusement, je trouve que la façon dont est traité Cena actuellement, c'est pour ça. C'est pour nous conduire vers un Taker Cena. Voilà. Et en ce qui concerne Braun Strowman, c'est bien sûr aussi un des gros challengers, on va dire, peut-être le principal challenger à Roman Reigns. Puisque c'est quand même quelqu'un qui peut tout renverser sur son passage, donc je serais pas étonné qu'il détruise une cage, ou en tout cas une cellule. Il va tout défoncer, je pense qu'il va défoncer les 4 cellules, il va peut-être même défoncer la cage, la perforer, il va faire passer quelqu'un à travers. Enfin bref, ça va être quelque chose, il va y avoir une image forte avec Strowman, il va peut-être même arracher la grille métallique, il va en faire quelque chose, il va en faire une arme, il va peut-être enfermer quelqu'un sous la grille, sous le grillage. Ce serait énorme ça, quelqu'un qui est enfermé sous le grillage. Bref, il peut y avoir des choses marrantes. Le match va sûrement être bon, moi j'ai pas trop de doute là-dessus. L'affiche est belle, le plateau est vraiment savoureux. Bref, ça va être un bon match. Faut qu'il soit bien construit, bien entendu, parce que malheureusement ce match, il y a tellement peu de suspense dans ce match. Tout le monde sait déjà depuis tellement longtemps depuis qu'on sait finalement que Reigns, que le Chamber match, que l'Elimination Chamber c'est un pay-per-view spécifique à Raw, on le sait déjà que Reigns va gagner ce Chamber match. Ça fait tellement longtemps qu'on le dit. Voilà, il n'y aura pas de suspense à ce niveau-là. Et forcément aussi ce match est l'occasion de construire des petites rivalités, construire quelque chose pour WrestleMania pour ceux qui n'auront pas, en tout cas pour ceux qui n'ont pour l'instant rien de prévu. Comme je vous disais, Cena, malheureusement je le vois diriger vers Taker, Reigns donc vers Lesnar. Mais ça reste très ouvert concernant les 5 autres hommes. Le Miz, malheureusement, heureusement ou malheureusement pour lui, il y a la naissance de son bébé, donc du coup, qui va arriver en plein WrestleMania. Donc c'est quand même la grosse incertitude. Est-ce qu'il sera en mesure de lutter, de défendre son titre intercontinental? Si c'est le cas, on parle beaucoup de Strowman justement, mais Rollins et Balor pourrait tout à fait être légitime. Donc c'est difficile de faire un pronostic. Et Laïa, je pense qu'il n'aura pas de match en 1 contre 1 à WrestleMania. Il pourrait tout à fait participer à l'André the Giant Memorial Battle Royal par exemple, ou faire un petit segment en concert. Pourquoi pas avec The Rock, tiens, un petit segment en chanson, ça serait sympathique, à la guitare. Bref, faire quelque chose pour lui. Mais en tout cas, Balor, Rollins, The Miz, Strowman, il faut faire quelque chose. Strowman, ils peuvent le diriger vers Honda, comme je vous l'avais dit. Ils peuvent peut-être faire, si le Miz, toujours pareil, si le Miz n'est pas en mesure de lutter à WrestleMania, ils peuvent peut-être faire un petit tirage de bourre entre Rollins et Balor, un match à 7 matchs, au meilleur des 7 manches, entre les deux, faire un gros truc, avec peut-être le vainqueur qui affronterait le Miz pour le titre intercontinental, ou peut-être même qui serait le number 1 contender justement après WrestleMania, une fois que Reigns aura battu Lesnar, le number 1 contender, puisqu'on parle beaucoup de Rollins justement pour affronter Roman Reigns. Et puis vu le traitement actuel qui était quand même très favorable de la part de Rollins, il est quand même bien buildé en ce moment. Donc ça pourrait tout à fait faire un Rollins. Et puis voilà, l'histoire elle se raconte toute seule entre ces deux hommes, hein. On l'a vu aussi au Rumble. Et puis il a battu Reigns, ça peut aussi avoir son incidence. Il a quand même battu Reigns au Gauntlet match. Donc un Reigns champion par la suite, Rollins pourrait tout à fait légitimement réclamer un match de championnat. Donc surtout s'il bat par exemple Balor dans un match justement pour être number 1 contender. Bref, beaucoup de choses possibles avec ce Chamber match. Voilà, c'est la fin donc de cette review, donc pronostic spoilers de l'Elimination Chamber. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite dans le courant de la semaine pour débriefer le show. On verra comment ça se passe. Et puis Fastlane va arriver 2 semaines après, donc il y a encore pas mal de choses à voir ensemble. Bref, je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve donc très bientôt dans la semaine, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch! Ciao à tous!